Hello tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Papote et Popote. Aujourd'hui c'est samedi et je vais rencontrer mon invitée qui s'appelle Élise, qui m'a contactée par Instagram et donc on va tester un resto qui s'appelle Cantine Lotus. Et si je me plante pas, c'est un resto vegan ou végétarien asiatique, typiquement des trucs que j'aime beaucoup, donc j'ai hâte de la rencontrer. Si vous me rejoignez sur cette vidéo, moi c'est Caroline, Appétit Libre sur les réseaux et je teste des restaurants en compagnie d'invités qui me parlent de leur rapport à l'alimentation. Donc si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et également à me contacter si vous souhaitez participer. Donc j'ai rejoint Élise devant Cantine Lotus qu'on va tester tout de suite. Mais d'abord, est-ce que tu veux bien te présenter ? Bonjour à tous et à toutes, moi je m'appelle Élise, j'ai 22 ans et je suis étudiante en biologie à Lyon. Et donc je suis ravie de participer à cette vidéo. Et je te remercie infiniment parce que tu viens de m'offrir ton livre. Donc tu as écrit un livre sur justement ton parcours avec l'anorexie. Donc c'est top. Exactement. Je pense que tu vas nous en parler pendant le repas. Et on va tout de suite chez Cantine Lotus. C'est parti. Merci beaucoup d'avoir choisi ce petit resto. Avec plaisir. Tu connais pas, t'es jamais venu? Non, j'avais vu passer une vidéo sur Instagram. Je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de tester. Ouais, c'est vegan. Ouais, c'est végétarien et vegan, je crois. Ouais. Du coup, je suis végétarienne. T'es végétarienne? Mais je pense que c'est même vegan, non? Ouais, c'est pas impossible. Pourquoi t'as choisi celui-là spécialement? Parce que ça faisait longtemps que je l'avais vu passer sur les réseaux et que je me suis dit que c'était l'occasion de tester. En plus, j'aime bien découvrir des nouvelles adresses. Si ça peut être végétarien et vegan, c'est encore mieux. Voilà. Et donc toi, t'as pris quoi? J'ai pris le tofu sauté aux légumes. Le wok de tofu. Ouais, c'est un wok avec du riz, je pense. Ouais. Du coup, moi, du canard laqué. J'aime bien j'adore les viandes végétales. Donc, le canard, ça m'intrigue bien parce que c'est pas courant comme type de viande végane. Du coup, ma première question, c'est comment tu te définis en tant que mangeuse? J'aurais dit que je suis une mangeuse, je pense, libérée et retrouvée. Parce que c'est vrai que pendant une fois, j'ai subi l'anorexie mentale. Et pendant l'anorexie, j'avais l'impression que jamais de la vie, j'allais retrouver une alimentation spontanée, sans réfléchir en permanence à la nourriture. Et en fait, si j'ai réussi à retrouver cette spontanéité, ce plaisir dans l'alimentation. Donc c'est comme ça que je me définirais, je pense. Et du coup, si tu veux nous raconter un peu ton parcours, comment en fait t'étais déjà avant le TCA, moi je trouve que c'est important de savoir un peu parce qu'il y a des gens en fait toute leur vie en fait du TCA. Comment t'étais avant vraiment le dur de ton TCA et comment t'es tombée dedans, etc. Alors du coup, avant mon TCA, j'avais aucun souci avec l'alimentation. Je viens d'une famille qui adore manger et donc on mange relativement équilibré mais il n'y avait pas de privation de frustration ni rien. Ça a commencé à la fin de la seconde à peu près. J'ai été blessée au genou, je faisais du rugby, je me suis blessée au genou et j'ai dû du coup faire de la rééducation sportive, de la course à pied pour remuscler mon genou. Et en parallèle, durant cette année-là, c'était un peu compliqué. De la course à pied? Ouais. Ah ouais? Parce que comme je faisais du rugby en fait, dans une optique de remuscler ma jambe, etc. Ouais. C'est vraiment qu'ils t'aient pas demandé de faire des exercices plus ciblés en fait. Il y avait ça et en parallèle aussi, ils m'ont demandé de faire un peu de vélo, de la course. Mais en fait, c'est des choses que je faisais pas du tout avant, que j'ai mis en place à ce moment-là et qui ont fait que j'ai augmenté en fait, sans forcément le vouloir, ma dépense sportive. Très bon. J'adore ce genre de resto. Il n'y en a pas tant que ça, je trouve. Non, de plus en plus, mais c'est encore parfois un peu... de vraiment asiates spécialisés dans le vegan, parce qu'en fait, les asiates sont pas tellement véganes. Oui, non, à part le tofu, mais sinon... En fait, le problème, c'est qu'ils font plein de plats, en fait, où il y a plein que de la viande, quoi, du porc, du bœuf, du poulet. Oui, c'est sûr. Si tu veux goûter le canard vegan... Toi, si tu veux goûter le tofu, ne te gêne pas. Je sais pas. Ça, c'est... Ouais, c'est ça. Ouais. Je sais pas comment ils font ça. Ça fait vraiment... c'est super bon.
Moi, ça fait très longtemps que j'ai pas mangé de canard, mais Bah moi aussi. Je pense que la texture elle est pas totalement la même, mais c'est bon. Hein. ah, c'est bon. De toute façon, en général, avec toute la sauce qu'ils mettent, c'est bien relevé quoi. Ça pique pas, enfin ça pique, mais ça va. Oui, non, c'est léger. Ça. Moi, je suis pas du tout tolérante au piquant et ça va. Quand en France on te dit c'est légèrement pimenté, ça va, tu peux l'accepter. Tu vas en Inde, on te dit c'est légèrement pimenté, tu dis non, merci, je repasse. Au Mexique et tout, c'est pareil, tu dis ça va aller. Même quand c'est pas pimenté, c'est pimenté en général. T'as des haricots verts? Ouais. Le seul truc, c'est comme moi, quand je cuisine des haricots verts, je les fais plus cuire que ça. J'ai pas l'habitude. Moi, j'aime bien quand ils sont fondants. C'est vrai qu'ils sont très très al dente. C'est le défaut, enfin, pour moi, c'est le défaut de la cuisine asiatique. Après, ça dépend de ce qu'on aime, quoi. Du coup, je reprends le fil de ton parcours. Tu avais dit que tu avais dû te remuscler parce que tu t'es fait mal au genou. Voilà. Donc en fait, il y avait ça. Et en parallèle, cette même année-là, je m'étais retrouvée toute seule dans ma classe. Seconde, je ne connaissais personne. Et j'avais subi une sorte de harcèlement un peu moral. Ce qui fait que je ne me sentais pas du tout bien dans mon corps. Et je m'étais dit que pour ressembler aux autres et m'intégrer, peut-être que si je perdais un peu plus de poids, comme j'étais ni grande, ni les cheveux longs, ni rien du tout. Qu'est-ce qu'on t'avait dit exactement? On m'avait pas fait directement de reproches sur mon corps, mais c'était plus des attaques un peu ah tu vis bien d'avoir eu que 17 ou ah tu vis bien si tel ami préfère s'asseoir à côté de tel autre ami. Et du coup je pense que ça a vraiment atteint mon estime de moi-même et ça m'a juste rabaissé en permanence là, donc j'avais une estime de moi-même super basse. Mais au final c'est assez fréquent ce genre de... Oui, au final, c'est une interprétation, parce que si tu prends le texte stricto sensu, tu le vis bien que machin, en fait. C'est foncièrement méchant de la part des gens qui le disent, ils savent qu'ils veulent faire du mal. Mais je trouve que quand tu regardes avec un regard d'adulte, tu te dis, c'est ok quoi. Mais du coup voilà. Et donc du coup, en parallèle de reprendre le sport un peu plus intensément que j'en avais l'habitude, je me suis dit pourquoi pas supprimer tout ce qui est un peu sucré, genre les glaces et les chips à l'apéro, pour faire un petit rééquilibrage et voir. Et donc évidemment j'ai perdu du poids et c'est là que s'est mis en place petit à petit l'engrenage. J'ai continué à perdre du poids parce que je continuais à supprimer ça s'est fait très doucement en fait, très insinueusement, à manger un peu moins de pain au repas, hop, un peu moins de féculents, etc. et à faire de plus en plus de sport. Moi l'anorexie c'est vraiment l'hyperactivité. Je mangeais quand même, alors évidemment j'avais supprimé beaucoup d'aliments et je mangeais pas d'énormes portions mais je mangeais quand même. Et c'était vraiment le sport. Ouais, mais ça, c'est un mythe à casser. Moi aussi, j'ai du mal à comprendre que j'étais dans l'anorexie parce que je mangeais. Mais en fait, c'est un mythe à casser. En fait. Une idée préconçue, mais toutes les anorexiques mangent plus ou moins, tu vois. Oui. Mais t'en as qui mangent évidemment 3 repas, t'en as qui, en apparence, d'un avis extérieur, peuvent avoir l'impression de manger normalement. Ouais. Ce qui fait que je pense mes parents n'ont pas forcément été alertés en fait tout de suite. Oui, comme beaucoup de parents. Et en plus, ils avaient dans leur entourage des amis à eux dont la fille était anorexique. Et comme c'était chaque personne anorexique a sa propre forme un peu d'anorexie. Alors oui, il y a des similitudes, mais il y a aussi des différences. Ils disaient ah non, c'est pas du tout pareil. Ils voyaient bien que j'avais perdu un peu de poids et tout, mais ça les a pas inquiétés plus que ça. Et au bout d'un moment, donc c'est 1 an à peu près après le début de tout ça, donc j'avais perdu quand même pas mal de poids. Je me suis dit c'est plus possible. J'en ai trop marre de devoir faire tout le temps du sport, de pas pouvoir manger ce que je veux. Je crois que j'ai vraiment un problème. Donc j'ai fait des recherches, etc. Et je suis tombée sur l'anorexie mentale. Et je me suis dit ah oui, ça ressemble quand même beaucoup. Et tu avais perdu tes règles et tout ça? Ouais, j'avais perdu mes règles. Ouais, donc tu avais tous les critères. J'avais tous les critères. J'avais même fait de la potomanie un peu plus tôt, à une période dans l'année et tout. Et donc j'étais voir mes parents en leur disant là je crois que j'ai vraiment un problème, j'ai besoin d'aide quoi, c'est pas possible. Et donc avec mes parents on a été voir mon médecin traitant qui, un peu avant, j'avais été le voir juste pour un certificat médical et qui m'avait dit bon Élise, il faudrait manger un peu plus là, mais vous n'allez pas être anorexique comme une autre de mes patientes. Je disais
Oui. Bah si en fait, mais bon c'est pas grave, je vais me diagnostiquer toute seule, ça sera Ouais, donc plus tu t'as pas efficace. fait le diagnostic en fait. Mais je l'ai fait que dans un second temps, après que je me sois rendu compte que j'avais vraiment un problème, j'ai été le revoir et j'ai fait coucou en fait si, ben, je crois que je suis anorexique. Et du coup j'étais à Toulouse, donc ils m'ont renvoyé vers le centre un peu de diagnostic de Toulouse. J'ai passé une batterie de tests et j'ai eu un diagnostic un peu officiel, on peut dire. C'était quoi les tests? Du coup j'ai eu une prise de sang, j'ai eu une Ostéodensitométrie. Ouais, ostéodensitométrie. J'ai eu des entretiens avec infirmières, psychologues, diététiciens. J'ai eu pesé forcément aussi. Ouais. Et il y a eu un examen aussi clinique et somatique par un médecin généraliste. Et du coup, dans l'ostéodensitométrie, tu avais une atteinte de tes os ou... Pas encore, mais j'étais très très basse pour mon âge. Ouais, voilà. Il n'y avait pas encore de dégradation, mais... ouais, tu avais perdu de la densité. Hein. Et donc à la suite de ça, ils t'ont dit oui, vous êtes anorexique. Donc à partir de ça, j'ai eu un suivi qui a été mis en place avec un endocrinologue, une psychiatre et une psychologue. Et là, c'était combien de temps après le début? C'était 1 an et demi à peu près après le début. Donc ça a été relativement rapide, on va dire. Et c'est vraiment toi qui as donné la signal d'alerte? C'est vraiment moi qui me suis dit là j'ai un problème, j'en peux plus, c'est plus possible. Parce que ni tes parents ni ton médecin en fait... Non. Mes parents ils voyaient bien qu'il y avait un petit problème, mais je pense que... Comme tu n'étais pas rachitique... Oui voilà, et puis je me cachais beaucoup, enfin j'avais des vêtements toujours un peu amples, comme à table en fait. Ça se voyait pas? Ça se voyait pas, enfin ça se voyait un peu, mais ça se voyait pas forcément beaucoup. C'était plus difficile on va dire de voir que j'avais vraiment un problème. Parce que tu avais mis des stratégies... Ouais. Dans ta tête, tu élaborais des stratégies pour pas que ça se voie au moment du repas. Ouais. Ouais, à ce moment-là, c'était surtout pas trop remplir mes assiettes et dire que j'en voulais pas trop, Ça peut être trop faim. j'ai pas trop faim, voilà. Et puis comme je faisais énormément de sport à côté, il suffisait juste que je mange normalement et ça suffisait, même juste un peu moins que normalement, ça suffisait à faire que je perdais. En fait, ouais, si tu supprimes par exemple les repas qui sont pas forcément sociaux, genre le goûter. Oui, voilà, c'est ça. Les féculents, c'est ce qui apporte beaucoup d'énergie. Donc, tu les supprimes, t'as beau manger beaucoup de légumes. En fait, c'est ça, je mangeais beaucoup de légumes et de protéines. Mais en féculents, je mangeais pas tant que ça, quoi. Enfin, pas suffisamment. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des parents, il y a des gens qui sont pas trop. Ils se rendent pas compte nutritionnellement, tu vois, que les féculents c'est hyper important. Ouais. Donc, tant qu'ils te voient manger, même si c'est des légumes et un peu de viande, ils disent c'est bon, tu vois. Enfin, j'ai l'impression qu'on se rend pas compte que genre, les féculents c'est plus important que la viande. Tu vois, qu'il y a dans ton assiette. Oui, non, mais c'est vrai. Et puis, en France, on a cette culture de t'as pas mangé ta viande, c'est hyper grave, alors que t'as pas mangé tes féculents, c'est pas très grave. Mais je le vois en plus maintenant parce que quand je retourne à Toulouse et quoi, il y a des fois le midi, il n'y a pas de féculents. Enfin, ça arrive que mais les parents sont pressés et tout, oui, il n'y a pas de féculents dans le truc et il y a toujours du pain. Mais que si sur le pouce, j'ai pas le temps de manger genre de féculents ou quoi, je me rends compte que j'ai juste hyper faim et j'ai plein d'envie après parce que forcément j'ai pas mangé j'ai pas assez d'énergie quoi. Donc j'ai eu ce suivi pendant quelques mois mais ça continuait en fait, j'allais en cours mais ça continuait à des... C'était en hôpital de jour alors? C'était pas hôpital de jour, j'avais juste des rendez-vous tous les mois avec l'endocrino, tous les mois pareil avec la psychiatre, un peu plus régulier avec la psychologue. Mais juste c'était pas suffisant parce qu'avec le stress des cours, j'avais tous les mécanismes en place en fait, donc ça servait pas à grand chose. Et donc c'était juste au moment où le confinement allait être déclaré bientôt, j'ai décidé d'être hospitalisée une semaine pour retrouver des forces pour passer le bac. Sauf que ça a été horrible parce que c'était ma première séparation en fait du groupe familial vraiment comme ça quoi. Et c'était pendant le confinement, donc on pouvait pas venir me voir et tout. J'étais à l'isolement en fait, j'avais pas le droit d'activité ni rien. Ça a été vraiment très très dur. Tu as été hospitalisée juste avant le confinement ou pendant? 2 jours après le début, donc je suis restée une semaine, du coup c'était à mi entre pas le confinement. T'as mal choisi ton moment. Ouais voilà. T'aurais dû attendre un peu. Et donc je suis sortie au bout d'une semaine parce que c'était juste trop dur. Et t'es sortie du coup ouais, contre... je suis sortie. Enfin elle était avant d'accord la fin de la mais thérapie. je suis sortie, ouais juste, j'ai vraiment pris une semaine, donc c'était histoire de dire que j'avais été hospitalisée mais ça n'a pas fait grand chose. Et donc j'avais un suivi un peu à distance par téléphone et tout. Mais le confinement ça a tout empiré parce que j'avais juste toute la journée pour faire du sport. Et donc je ne pensais que sport. Dès que je me levais, c'était
je m'asseyais pas avant 18h parce que c'était une des règles que j'avais mis en place. J'avais besoin que les repas soient à heure fixe parce que sinon, forcément, c'était la panique. Du coup, tu contrôlais ce que ta mère faisait, enfin, ta mère ou ton père. Du coup, c'est moi qui cuisinais mes trucs. Donc là, ça s'était aggravé en fait. Ouais, complètement. Dès que quelqu'un allait dans la cuisine, j'avais besoin d'y aller aussi pour voir ce qu'il mangeait. Enfin, c'était vraiment très compliqué. Et à la fin du confinement, j'étais à mon poil plus bas, tous les mécanismes étaient au maximum. Donc, je me suis refaite hospitaliser. 2 mois cette fois. Et là, l'hospitalisation a mieux fonctionné, on peut dire, puisque je remangeais des quantités normales, j'avais un peu diminué le sport. Au même endroit, t'as été? Ouais. Mais je suis sortie au bout de 2 mois parce que je voulais profiter des vacances avant d'entamer ma rentrée en prépa. Et le médecin n'était pas forcément pour, parce que forcément le processus n'était pas fini. Et donc après ça, quand je suis sortie de la clinique, j'ai fait mes vacances, je suis rentrée en prépa. Et j'ai rechuté petit à petit. Et en prépa, tu habitais chez tes parents? Non, j'avais un appart, donc en plus j'étais toute seule. Ouais, donc ça décuple. Ouais. Après, on avait mis en place en plus je devais manger au self. Et alors le self forcément, le midi et le soir, parce que le soir en prépa, on peut. Il y a un truc qui s'appelle internat externé et tu as la possibilité de manger en fait le soir aussi. Et le matin? Le matin, je mangeais chez moi par contre. Mais du coup, forcément, je mangeais plus des légumes presque parce que le self, tu peux rien contrôler. Enfin, c'est très compliqué. Et pour tenir en prépa, il faut un peu d'énergie. Ouais, il faut énormément d'énergie. Donc, je commençais à m'endormir en cours. Enfin, c'était pas facile. Et mon médecin m'a mis un ultimatum en me disant je te laisse 1 mois pour que tu récupères, que tu atteignes ce poids-là. Sinon, tu es de nouveau hospitalisé. Donc, ça m'a fait réfléchir. Et juste quelques semaines après ça, j'ai fait un espèce de. C'était pas vraiment un rêve, mais en fait, c'était au moment de m'endormir. J'ai eu l'impression que je me levais et que j'allais manger tout ce qu'il y avait dans mon frigo et sur mon armoire. Et donc, et en fait, j'avais vraiment l'impression que c'était réel. C'était pas réel, c'était un rêve. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que j'étais un peu à un point de bascule, quoi. Et que soit je pouvais. C'était un rêve conscient? Ouais, c'était un peu comme quand. C'est les expériences de rêve conscient. Au moment de s'endormir un peu, enfin, quand t'es pas tout à fait lucide. En fait, tu sais que tu rêves, mais tu dois vraiment faire les choses. Et du coup, je me suis dit, tu peux atteindre le poids que le médecin te demande, mais si tu fais ça, tu vas juste vivre avec l'anorexie toute ta vie et juste faire le yo-yo entre. Tu te demandais de prendre beaucoup? Non, pas tant que ça, il me demandait peut-être 1 ou 2 kilos. Mais c'est tout? Oui, parce que j'avais qu'un mois, etc. Mais je savais que l'anorexie en fait pouvait me faire ça pour juste me faire reperdre ensuite et que j'allais juste en fait jouer avec la maladie toute ma vie. Et ça, je voulais vraiment pas ça. J'ai longtemps hésité, mais j'ai décidé d'être de nouveau hospitalisée. Et cette fois, par contre, de me fixer aucune limite de temps, rien. Je me suis vraiment dit, t'arrêtes ton année, donc je fais une année blanche. C'était un peu compliqué parce que je vivais un peu ça comme un échec. Mais à ce moment-là, profites-en. Enfin, prends tout le temps qu'il te faut. S'il faut que tu restes 1 an à l'hôpital, tu resteras 1 an à l'hôpital. J'avais dit à mon médecin quand je suis rentrée à la clinique, je veux sortir que quand vous pensez que je suis guérie. Je ne veux pas sortir avant. C'est que quand j'ai réatteint un poids santé. Donc j'ai été. Et un poids santé ne garantit pas la guérison. Oui, en plus. Mais c'était un à l'époque, c'est une croyance qu'on a quand on débute. Erreur de débutant. Voilà. Et donc j'ai été hospitalisée 4 mois, au cours desquels je suis pas sortie voir ma famille ni rien. C'était vraiment, j'ai pas eu de permission, j'ai pas passé du temps en dehors de l'hôpital. 4 mois. 4 mois. Okay. À faire plein d'ateliers thérapeutiques, de travail sur moi. Je me suis beaucoup. T'étais dans une unité spécialisée là-dedans? Ouais. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'il y avait encore de la place. Alors ça c'est assez controversé parce que t'as des gens qui ont adoré ce mode d'hospitalisation et t'en as d'autres qui ont moins aimé. Ouais. Mais moi je pense que ça va vraiment sauver la vie pour le coup. Mais du coup t'étais pas avec des gens qui t'ont trigger? Il y avait des personnes du coup TCA, mais j'essayais vraiment de juste rester focus sur moi. Il y a des moments où c'était compliqué forcément, mais ça m'a aussi permis de me rendre compte en fait le chemin que j'avais parcouru. Quand j'entendais des gens qui se plaignaient encore qui disaient oh là là j'ai trop mangé machin truc, et que moi je voyais que ça m'atteignait vraiment dans la bonne dynamique. Ça me permettait aussi de me dire c'est super Élise, regarde où t'en es, continue, etc. Et après ces 4 mois j'ai enfin pu sortir, ça allait beaucoup mieux, mais j'étais pas encore totalement guérie forcément. J'ai fait 4 mois d'hôpital de jour pour consolider, pour pas m'ennuyer aussi parce que l'ennui forcément ça me laissait la place de faire du sport et tout, donc c'était pas forcément super. Au bout de ces 4 mois ça allait vraiment mieux. J'avais encore quelques pensées de temps en temps, mais j'avais vraiment réussi à
à faire la paix, je pense, avec l'alimentation. J'étais pas totalement libre, dans le sens que j'essayais de respecter quand même un plan de repas pour être sûre d'avoir assez. Mais du coup, j'avais un peu de mal encore à sortir de ce plan de repas, à m'autoriser à aller au-delà des écarts et tout, voilà. Et puis, petit à petit, en reprenant la prépa, en continuant à avoir ma psy, j'ai encore été suivie en fait plus d'1 an et demi par une psychologue après l'arrêt de l'hôpital de jour. J'ai continué à travailler petit à petit. Et un jour est arrivé, j'ai retrouvé mes règles. J'en ai même pleuré tellement j'étais trop contente et je ne les espérais même plus. Et à partir de ce moment-là, vraiment, ça a continué à se libérer jusqu'au jour où j'ai plus y pensé et où je me suis rendu compte que je remangeais normalement, que j'avais plus de difficultés en fait avec la nourriture ni rien. Le fait d'avoir retrouvé tes règles, du coup, ça t'a reboosté. Ouais, et puis je me suis dit, ça m'a vraiment soulagée dans le fait que même si j'avais abîmé mon corps, etc., là c'était vraiment le signe qu'il allait mieux, je vais mieux, voilà, qui me refaisait confiance. Et je l'ai vu après que à peu près à ce moment-là, j'ai arrêté de me peser aussi. Et tu avais continué à te peser? Parce que j'étais obligée comme j'avais encore un suivi médical. Mais tu aurais pu demander à ne pas voir? Oui, c'est vrai. Ça me dérangeait pas spécialement de voir à ce moment-là. Parce que c'était une période où je me disais, c'est bien, peut-être après ça, tu retrouveras tes règles, peut-être qu'à ce moment-là, tu retrouveras tes règles. Et donc quand j'ai pu enfin ne plus me peser, j'ai vite vu que j'ai retrouvé aussi des signaux de faim et de satiété normaux. Ouais, normaux. Et donc juste, je me suis rendu compte qu'en écoutant mon corps et en lui faisant confiance, ça a fini, on va dire, de me rassurer sur le fait que j'avais pas besoin de m'inquiéter, de contrôler quoi que ce soit, que mon corps il le faisait très bien à ma place et que juste je l'écoutais, je lui donnais ce dont il avait besoin quand il avait besoin. Et tu as vécu une phase de faim extrême ou pas? Un peu, ouais. Surtout que, à la clinique, à un moment, j'avais énormément faim et j'avais beaucoup de compléments alimentaires. En plus, parce que les plateaux ne suffisaient pas, je mangeais beaucoup. Donc je pense que si c'est ça qu'on peut appeler la faim extrême, je pense que ouais. Du coup, ils te donnaient des compléments alimentaires quand tu leur disais que tu avais encore faim après. Mais en fait, j'avais des compléments déjà de base. Je mangeais tous mes plateaux. Et au bout d'un moment, je leur disais, là, je crois que ça suffit quand même pas et tout. Donc, ils m'ont rajouté une petite collation et tout. Après, ça s'est un peu calmé, cette phase-là. Quelques temps après, quand j'avais pas encore retrouvé les règles, en fait, j'ai fait un palier à un moment, à un certain poids, où je suis restée bloquée à un certain moment. Et à la fin de ce palier, j'ai de nouveau eu une période un peu où j'avais beaucoup plus faim que d'habitude, etc. Et donc là où j'ai remangé davantage, parce que j'avais une sorte de faim extrême, ouais. Et c'est après ce palier que j'ai retrouvé mes règles. Ça se fait un peu en 2 temps. Ouais, d'accord. Au final, ta phase de guérison, elle a duré 2 fois 4 mois, un an à peu près. Ouais, à l'hôpital, et je pense que je me suis considérée guérie 1 an et demi après la sortie de l'hôpital, je pense. Donc, totalement. Totalement. J'aurais dit en tout 2 ans et demi peut-être. Et tu dirais qu'il te reste quoi de l'anorexie? S'il te reste quelque chose de négatif, on va dire, parce qu'après les positifs, ça m'a apporté pas mal de trucs quand même, mais je sais que je ne retomberai pas dedans. J'ai la certitude que quoi qu'il m'arrive, je ne retomberai pas dedans. En fait, c'est trop bizarre, mais chez moi, elle s'est mise en place pour calmer pas mal d'angoisse, un traumatisme et tout. Et donc, si je n'étais pas tombée dedans, je pense que je serais tombée dans une autre addiction. Oui. Voilà. Mais je sais que maintenant, j'arrive, de temps en temps, je pense, j'ai des pensées qui passent un peu comme ça, mais juste, je les repère et je dis, ok, c'est une pensée, mais j'agis plus dessus, juste prends note de la pensée, mais elle a aucune influence en fait sur mon comportement ou sur mon humeur. Et donc je sais, j'ai l'intime conviction que quoi qu'il m'arrive, je ne tomberai pas dedans. Peut-être qu'il y a des moments où j'aurai davantage de pensées que d'autres. Peut-être qu'il y a des moments où j'aurai des comportements davantage un peu... peut-être qu'à un moment, je referai un peu plus de sport intensément, etc. Mais j'ai l'intime conviction que j'ai compris, je sais que c'est pas une solution, que c'est pas bon pour moi. Et que je peux pas... c'est pas du tout la solution, quoi qu'il m'arrive. Et que du coup, j'ai pas du tout envie de remettre ça en place, parce que ça m'a fait énormément souffrir. Et ça a fait beaucoup souffrir mes proches aussi, et je vais pas du tout leur réimposer ça. Donc ça, c'était le truc négatif. Des fois, tu as quelques pensées que tu mets pas forcément en application. Ouais. Et le positif c'est du coup, donc à la fin de mon hospitalisation, ma psychiatre, elle m'a dit que j'avais compris pas mal de choses de l'anorexie. Parce que un de mes moteurs, moi, j'avais besoin de comprendre en fait ce qui m'arrivait, pourquoi ça m'arrivait, à quoi ça servait, pour pouvoir en fait m'en défaire.
Et elle m'a dit que ça serait bien que je partage ça autour de moi parce que ça pouvait aider d'autres personnes, ça pouvait apporter une autre vision en fait en tant que personne qui a vécu ça plutôt que des soignants qui connaissent théoriquement mais n'ont pas vécu. Et donc j'ai décidé d'écrire un livre sur le sujet, comme j'adore écrire depuis très longtemps. Et donc j'ai C'est le seul livre que tu as écrit ou tu en as écrit d'autres? je suis en train d'en écrire d'autres, mais j'en ai pas publié d'autres. Ouais. Et donc, du coup, j'ai écrit ce livre et depuis, je fais des groupes j'essaie d'intervenir dans des groupes de parole en clinique, À Lyon? là où j'étais hospitalisée. C'est à côté de Toulouse, donc quand je reviens de temps en temps, j'y retourne. Et en fait, ça m'a vraiment sensibilisé en fait à la santé mentale, de me rendre compte qu'à quel point c'était tabou, à quel point personne connaissait et à quel point c'était super important en fait. À quel point tout le monde avait des fausses idées sur la maladie, quand même. Ouais. Et je me suis rendu compte que j'aimais en fait aider les autres et me rendre utile en fait auprès des autres et de ceux qui en avaient besoin. Et indirectement, ça m'a permis de rencontrer mon copain parce que du coup, quand je suis arrivée à Lyon, il y a plein d'associations dans l'école où je suis. Et en fait, il a créé une association de santé mentale pour les étudiants. En étant passée par là, je me suis vraiment dit, c'est l'association dans laquelle je veux m'engager et dans laquelle j'ai envie de m'investir. Et Ton copain que je dois normalement rencontrer pour une vidéo, ouais. Et donc voilà, Son bébé décide de sortir. c'est un des gros points positifs, on va dire, indirects. Ouais, carrément. Du coup, là, on est dans un resto végétarien-vegan. À quel moment ce type d'alimentation est rentré dans ta vie? Alors, Est-ce que tu as toujours été végétarienne? j'ai pas toujours été végétarienne, mais j'ai jamais été une grande fanat de viande. Enfin, j'en mangeais quand il y en avait, mais des trucs un peu exotiques, enfin tout ce qui est foie, abats et tout machin, les viandes un peu genre le sanglier, des trucs un peu, même le lapin déjà. Ça, même sans être vegan, il y a plein de gens qui n'aiment pas. Mais le lapin et tout, enfin c'était pas trop des trucs que j'appréciais. Et à un moment pendant la maladie, je me suis dit que j'aimerais bien être végétarienne. Pour quelle raison? Principalement écologique et après de plus en plus éthique, mais au début c'était vraiment écologique, le moteur on va dire. Éthique, tu veux dire pour le bien-être animal? Oui, pour le bien-être animal. Écolo, pour moi ça fait partie de éthique. Au début je pensais davantage aux émissions de gaz à effet de serre, de la production et tout. Et ensuite, quand je suis devenue, je me suis dit que c'est vrai que tuer des animaux, etc., c'était pas non plus super cool. C'était finalement une cause qui pouvait me faire à cœur. Sauf que je suis pas devenue végétarienne pendant ma guérison. Justement, je voulais attendre en fait après pour déjà redonner à mon corps tout ce dont il avait besoin. Enfin, je sais qu'avec la nourriture végétarienne, le corps peut avoir tout ce dont il a besoin. Ouais, mais bon, quand t'es carencé de malade, je pense que c'est compliqué. Exactement. Et puis je voulais pas que ce choix soit dicté par la maladie. Enfin, oui, j'étais pas sûre à ce moment-là si c'était dicté par la maladie ou si c'était vraiment moi qui me disais ça. Donc j'ai attendu d'être guérie. J'ai attendu quelques temps après. Et ensuite, petit à petit, j'ai pu manger de viande et de poisson. Et les œufs? Les œufs, je continue j'en achète pas forcément, mais quand il y en a dans des gâteaux. Ouais, donc t'es végétarienne, t'es pas végane. Non, je suis pas végane. Je pense que si t'es végétarienne, enfin, ce qui est bien-être animal, oui, ça s'applique un peu moins. Ça, si, justement. Je pense que si vraiment tu fais ça pour l'écologie, il faut être végane. Parce qu'en fait, quand tu fais du fromage, au lieu d'avoir de la présure, oui, c'est vrai. Qui vient d'un veau qui a été tué. En fait, moi, je me suis dit que... moi, j'aimerais bien aussi, pour un peu les mêmes raisons que toi. Mais en fait, je me dis qu'au final, même tu vois les animaux qui produisent de fromage, sont potentiellement exploités, donc ils sont pas non plus bien traités. Donc bien sûr, tu vas me dire, oui, c'est déjà mieux que rien, mais je me dis c'est tellement... En fait, c'est l'industrie capitaliste qu'il faut démanteler. Oui, parce que c'est l'exploitation des hommes, des humains, c'est tellement immense le truc que je me dis c'est... Non, je suis d'accord. Et puis, si... Ça me déprime. Si les gens mangeaient de la viande juste de temps en temps ou une fois par jour ou quoi, au lieu d'en manger 3 fois par jour, des quantités énormes à tous les repas, déjà ça serait oui, ça serait super. Comme, en plus,
comme j'étais pas de base une grande fan de viande, ça m'a pas beaucoup coûté de faire ce pas. C'est vrai que le fromage, j'ai pas encore franchi le cap parce que dans ma famille, on a une culture du fromage énorme en plus. Donc c'est plus compliqué pour moi et j'en ressens pas le besoin pour être alignée avec. Je me dis que bon, peut-être que c'est pas suffisant, etc. Mais moi je suis en accord avec ça et avec mes valeurs et c'est ok pour moi. Oui, voilà. Enfin, moi je suis en accord parce que moi je suis pas une grosse consommatrice non plus, tu vois. J'en mange pas forcément tous les jours. Oui. Pour moi, à mon échelon, je trouve que c'est bien. Après, chacun fait. Oui, mais c'est ça. Enfin, tant que tu es d'accord avec ce que toi tu penses, c'est l'essentiel. Mais du coup, ça veut dire que si tu es invité chez des gens qui savent pas et qui te proposent de la viande, tu vas dire non. Oui, je vais dire non. Ouais, moi, ça, c'est ma limite. Enfin, pour moi, c'est un red flag. En fait, si je vais chez des gens et qu'on me propose un aliment, si on me propose de la viande ou quoi, et que je vais accepter, en fait, parce que pour moi, c'est un geste d'hospitalité et que je peux pas refuser ça, parce que je l'ai tellement fait justement quand j'étais dans les TCA, de refuser des trucs, alors que là c'est vraiment pas la même optique, mais en fait la viande, moi, si j'aime bien, tu vois, c'est dans mes goûts, si j'ai faim, je vais pas le refuser. Oui, je comprends. Mais je comprends aussi qu'on refuse, hein. Ça me ramène trop à tout ce que j'ai refusé en fait, oui, je comprends. Dans la maladie, quoi. Mais c'est vrai que au final, moi, ça a duré très peu de temps. J'avais l'impression que c'était une éternité quand j'étais dedans, mais c'est vrai que c'était relativement court comparé à d'autres périodes de pouvoir et que je l'ai prise en charge très très vite. Donc ce qui fait que j'ai eu la chance de peut-être avoir moins de craintes ancrées ou de choses comme ça et de trucs qui m'impactent. Je sais que j'ai des amis qui pareil peuvent pas trop aller voir des vidéos sur des conférences sur le sujet, etc. Mais parce que ça leur rappelle trop l'anorexie, le moment où elle n'était pas bien, quoi. Ouais. Après ça, moi ça me trigger pas, mais je pense que tout le monde a sa sensibilité différente à ce qui ne ramène pas à la maladie. Du coup, je suis impatiente de lire ton livre. Ton livre, c'est vraiment ton histoire ou c'est aussi des analyses que tu as fait? J'ai pas voulu raconter. Alors, il y a des moments où je partage mon expérience, mais je trouvais qu'il y avait déjà assez de personnes qui racontaient leur histoire. Oui, je suis d'accord. Donc, c'était pas trop ça que je voulais faire. Je voulais essayer de faire comprendre en fait aux proches et aux personnes qui l'ont vécu ce que c'était. Donc, il y a deux parties en fait. La première partie, c'est plus une analyse avec mon ressenti, mais avec pas mal de recherches de comment pour moi s'est manifestée l'anorexie, les fonctions que ça a pu avoir et que ça peut avoir de manière générale. Et ensuite, dans la deuxième partie, c'est des choses que moi j'ai mis en place pour guérir, travailler sur mon estime de moi-même, accepter davantage ma féminité, etc. Et qui peuvent servir à d'autres. Pas tout, enfin, tout le monde ne connaît pas, tout le monde n'aura pas forcément besoin de tout ce que je partage, mais l'idée c'est plus que les gens s'y reconnaissent. Si les gens peuvent s'y reconnaître et se dire ah tiens j'ai peut-être un problème ou au moins je suis pas seule. Ouais. Et en fait c'est surtout pour les proches, pour leur dire regardez ce que je sais que vous comprenez pas forcément, mais c'est ça en fait de vivre avec un trouble du comportement alimentaire. Ouais. Et si vous voulez m'aider, c'est plutôt comme ça qu'il faut que vous fassiez que comme ça. Et il est sorti quand ton livre? En 2022, il me semble. Ouais, il y a 3 ans. Ouais, donc tu l'as écrit tout de suite après en fait. Un mois après ma sortie de l'hôpital pendant ça a été thérapeutique de l'écrire ou Je pense que oui, un peu, ouais. Ça m'a fait du bien, ça m'a permis d'avoir une idée plus claire dans mon cas, pourquoi est-ce que l'anorexie avait une fonction protectrice, à quoi ça avait servi, pourquoi j'avais mis ça en place, sur quoi je pouvais continuer à travailler pour remplacer du coup les fonctions protectives de l'anorexie par des mécanismes pas délétères, quoi, et qui me font vraiment du bien. Donc ouais, je pense que ça a été thérapeutique. Donc au final, qu'est-ce que tu penses qui t'a le plus aidé, toi, pour t'en sortir? Je pense que c'est comprendre, j'ai un esprit un peu scientifique, donc c'est vraiment comprendre pourquoi, entre guillemets, ça s'était mis en place, essayer de décortiquer en fait les mécanismes, vraiment un peu comme une énigme ou un puzzle en fait, et après que j'avais juste cette pièce du puzzle, en fait c'était pas celle-là qu'il me fallait, j'avais mis là parce que je n'en avais pas d'autres, mais faut que j'essaie d'en trouver une qui a plutôt cette forme, et donc et celle-là elle sera vraiment bien pour moi et elle me correspondra bien. Et après l'hôpital quand même, ça m'a quand même fait du bien. Le suivi psychologique, je pense, ça m'a aidé aussi en fait à travailler là-dessus. Ouais, bah oui. Mais après, moi, je pense que peut-être dans les premières années d'évolution de l'anorexie, ça t'aide. Mais quand ça fait 20 ans que t'es dedans, en fait, de comprendre, en fait, ça te sert plus parce que, en fait, t'as mis en place ce mécanisme pour des raisons
qui sont plus forcément existantes 20 ans plus tard, mais en fait t'es tombé dans un cercle d'addiction et c'est ça qu'il faut casser. Je sais pas si toi t'as eu l'impression d'être addict, mais je trouve qu'après quand t'es vraiment dans le truc, vraiment ancré, t'as beau savoir pourquoi t'es tombé là-dedans, en fait les raisons qui ont fait que t'es tombé dedans ne sont plus là et pourtant tu continues là-dedans. Non, je suis d'accord que, pour moi, l'anorexie devrait être considérée comme une addiction, je sais pas à quoi, mais c'est une addiction et une phobie en fait, c'est les deux. Moi en tout cas, j'ai vraiment eu une addiction au sport pour le coup. Alors, je pense aussi avec l'anorexie, mais ça se scindait en deux parties. Non mais tu n'étais pas vraiment addict au sport. Ben, j'étais addict aux conséquences que ça avait sur ton poids. J'avais, quand je faisais pas de sport, j'avais vraiment l'impression, je sais pas si c'est comme ça que les gens en manquent. Après c'était peut-être aussi psychologique, hein, mais une sensation de mal-être, de... Oui mais parce que tu avais peur de grossir. Oui je pense qu'il y avait un peu de ça. Donc en fait c'est pas vraiment le... Mais... Enfin, en tout cas, moi, personnellement, si j'analyse mon addiction à l'activité physique, c'était pas tant l'activité, c'était qu'elle permettait d'annuler l'inconfort de la peur de prendre du poids. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois ce que je veux dire. Moi, je pense que c'était un peu différent parce que ça avait une fonction d'anxiolytique. Après, ça a toujours une fonction d'anxiolytique, de toute façon. Ouais. Pour moi, c'est plus prédominant cette phase. Enfin, ça, après, voilà, chacun vit le truc différemment. Mais oui, en tout cas, je suis d'accord que pour moi, l'anorexie, c'est une addiction. Enfin, d'ailleurs, c'est le problème que dans beaucoup de services, c'est dans le service addictologie, en fait, que c'est traité. Et merci beaucoup Élise de ce petit moment. J'ai bien aimé ce petit resto. Franchement, c'est sympa. C'est des belles saveurs et tout. C'est bien cuisiné. Je recommande l'adresse. Mais venez pas trop tard parce que sinon on est mis à la porte quoi. Oui, et il y a un peu de monde aussi. Et ouais, il y a un peu de monde et c'est tout petit. Et venez pas quand il fait 40 degrés surtout parce que là vous allez mourir. Est-ce que t'es ok pour qu'on mette ton compte Insta dans la description ou je sais pas, un lien vers ton livre si on veut l'acheter? Ouais, mon compte Insta c'est Elisou. Il y a un lien pour le livre? Ouais, je pourrais te l'envoyer. Ok, parfait. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter comme d'habitude et à vous abonner. Et on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye!